Salut, je m'appelle Rowan. Le jour des 60 ans de ma mère, j'ai vu mon beau-père la gifler, puis il s'est tourné vers moi et a dit que nous n'étions que des fardeaux. Mon demi-frère nous a poussés vers la porte en jurant, oubliant que chaque centimètre carré de ce pantouse était payé par moi. Les factures, les repas, le toit au-dessus de leur tête, financés par $8000 par mois provenant de mon propre héritage. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai emmené ma mère, je les ai coupés des vivres, j'ai vendu le pantouse et j'ai levé le voile sur tous les mensonges derrière lesquels ils vivaient. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas une question d'argent. C'était une question de survie. Et la guerre qu'ils ont commencée, je l'ai terminée, mais pas avant qu'ils n'essaient de détruire tout ce qui me restait. Alors, voici la vérité. Connaissez-vous vraiment votre famille ou juste la version qu'ils vous laissent croire? Dallas se rafraîchissait pour la soirée alors que je conduisais vers le pantouse. Le ciel avait encore une faible ligne orange derrière les bâtiments, le genre de lueur qui rendait la ville plus douce qu'elle ne l'était vraiment. J'avais une petite boîte dans ma poche, un simple collier que j'avais acheté pour les 60 ans de ma mère. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose qui, je le savais, la ferait sourire. Elle a toujours aimé les cadeaux qui semblaient personnels, jamais les choses chères. Celle-ci, d'une manière ou d'une autre, la mettait mal à l'aise. Quand je suis sorti de l'ascenseur et que je suis entré dans le hall, l'odeur familière de sa cuisine flottait. Cela m'a fait faire une pause un instant. Cet appartement avait englouti plus de mes revenus que n'importe quel endroit où j'ai jamais vécu, même si je ne l'ai jamais appelé chez moi. $8000 par mois. Hypothèque, frais de copropriété, électricité, assurance, sa couverture médicale, les courses, des morceaux de ma vie remis pour qu'elle n'ait pas à ressentir de pression. Elle ne l'a jamais demandé. Je l'ai pris sur moi. À l'intérieur, ma mère se déplaçait tranquillement dans la cuisine, plaçant des assiettes sur le comptoir. Arlon était assis à la tête de la table comme s'il était le propriétaire des lieux, les épaules raides, la mâchoire serrée. Daxton, son fils, était adossé à une chaise, les yeux sur son téléphone comme s'il attendait que quelqu'un de plus intéressant arrive. Maman a souri quand elle m'a vu. C'était un sourire doux, un peu fatigué. Je l'ai serré doucement dans mes bras. Elle semblait toujours plus petite qu'elle en avait l'air, comme une personne qui avait appris à se plier pour s'adapter à la pièce. Le dîner a commencé lentement. Elle avait préparé du poulet au four, des haricots verts, du pain de maïs, des choses simples qu'elle aimait. Quand elle a posé l'assiette devant Arlon, il a tapoté le bord avec sa fourchette et lui a lancé ce regard qu'il réservait au moment où il sentait que le monde ne se pliait pas assez vite à sa volonté. « C'est froid », a-t-il dit. Elle s'est raidie. « Ça sort juste du four. » Eh bien, ça n'en a pas le goût. Daxton a gloussé sous cape, sans lever les yeux de son téléphone. J'ai gardé les yeux baissés, la respiration régulière. J'avais vécu avec ce ton pendant des années, non pas chez moi, mais à travers des appels téléphoniques discrets de ma mère, ceux où elle prétendait que tout était normal. J'ai essayé de détendre l'atmosphère. Maman, ça a l'air bon. Ça sent bon aussi. Arlon m'a jeté un regard. Personne ne t'a demandé ton avis. Ma mère a chuchoté, Arlon, s'il te plaît. C'est mon anniversaire. Mangeons simplement. Mais il n'avait pas fini. Toi et ton fils, vous voulez toujours quelque chose. Vous avez toujours besoin de quelqu'un d'autre pour nettoyer vos dégâts. C'est laquelle s'est redressée, plus droite que je ne l'avais vue depuis longtemps. Je ne veux pas de problème ce soir. Pourrais-tu baisser la voix? Il s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Son visage est devenu d'un rouge profond. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, sa main a frappé sa joue avec un claquement qui a fait rétrécir la pièce. « Vous êtes tous les deux un fardeau », a-t-il dit. Je me suis figé. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que quelque chose en moi s'est brisé d'une manière que je ne pouvais plus cacher. J'avais vu des disputes, des insultes, une cruauté silencieuse. Mais c'était différent. C'était une ligne franchie si nettement qu'il était impossible de prétendre que ce n'était pas arrivé. Je me suis interposé entre eux et j'ai gardé ma voix stable. Tu ne la touches plus. Arlon s'est penché. Tu te prends pour un héros? Ce n'est pas ta maison. Tu ne fais pas les règles ici. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des pas derrière moi. Daxton s'est approché, tenant toujours son téléphone comme si nous avions interrompu son divertissement. Partez, a-t-il dit. Il m'a d'abord poussé. Ce n'était pas un coup dur.
Plutôt une poussée destinée à montrer qu'il le pouvait. Quand ma mère a attrapé mon bras, il l'a poussé aussi, nous faisant tous les deux trébucher vers la porte. On n'a besoin d'aucun de vous, a-t-il ajouté. Partez. Maman a essayé de retrouver son équilibre et son mouchoir vert est tombé de sa main. Elle le portait toujours, un petit carré de tissu qu'elle avait brodé il y a des années. Je l'ai ramassé automatiquement et je l'ai glissé dans ma poche en l'étudiant. La porte s'est refermée derrière nous avant que je ne trouve les mots. Le couloir semblait plus froid que l'extérieur. Elle tremblait, murmurant des excuses qu'elle ne devait pas. Je suis resté immobile un moment, fixant la porte fermée, mon rythme cardiaque sourd dans mes oreilles. Il croyait vraiment qu'il possédait la vie que je payais. Il croyait que la gentillesse était une faiblesse. Il croyait que ma mère appartenait à l'humeur qui contrôlait cette maison. J'ai regardé le mouchoir dans ma main. La broderie était usée dans les coins. Les initiales de ma mère étaient toujours visibles, fanées, mais là. Quelque chose en moi s'est aligné avec une clarté qui n'avait pas besoin d'être dite. S'ils n'ont pas besoin de moi, ai-je dit doucement, ils ne m'auront pas, j'ai ramené ma mère chez moi, et pour la première fois, elle ne m'a pas dit de leur pardonner. Elle n'a pas chuchoté de garder la paix ou de me demander de laisser tomber. Juste cette fois, elle est restée assise à côté de moi en silence, une main posée sur ses genoux, l'autre pressée doucement contre sa joue là où Arlon l'avait frappée. La nuit était calme lorsque nous sommes arrivés dans mon allée. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur la cour avant. Je me suis garé, je l'ai aidée à sortir et je l'ai conduite lentement dans la maison. Elle a grincé un peu en bougeant, les épaules raides. À l'intérieur, la chaleur de mon salon contrastait fortement avec ce dont nous venions. J'ai pris son manteau, je l'ai drapé sur le dossier du canapé et je l'ai aidé à s'asseoir sur les coussins. Elle a regardé la pièce comme si elle ne la connaissait pas, bien qu'elle y soit venue des dizaines de fois. « Ça va ?» a-t-elle dit en essayant de sourire. « Ce n'est rien. »« Tu n'as pas à dire ça, » ai-je dit doucement en m'agenouillant devant elle. « Tu n'as plus à faire semblant. » Ses doigts ont instinctivement effleuré le bord de sa joue, essayant de couvrir la marque rouge, même si elle savait que je l'avais déjà vue. Je ne l'ai pas pressée. Je suis resté assis là un moment, attendant que sa respiration se calme. « J'ai tout gâché » a-t-elle chuchoté. Je n'aurais rien dû dire. « Tu n'as rien gâché » ai-je dit, la voix basse. « Ce sont eux. Et peut-être qu'il est temps que nous arrêtions tous les deux de protéger des gens qui ne nous ont jamais protégés. » Elle n'a pas répondu, a juste détourné le regard, honteuse. Mais je l'ai vu dans ses yeux. Quelque chose avait changé. Plus tard dans la nuit, une fois qu'elle s'est couchée dans la chambre d'amis, je me suis assis dans mon bureau avec un verre d'eau, fixant mon ordinateur. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, juste que je devais faire quelque chose. J'ai ouvert mes dossiers financiers. Ce n'était pas difficile de trouver ce dont j'avais besoin. Virements automatiques, relevés de services publics, cotisations de copropriété, factures d'urgence, jusqu'aux participations aux frais dentaires, tout provenait de mes comptes. 8 000 $ par mois, parfois plus. J'ai fait défiler les chiffres et j'ai réalisé que je n'avais pas manqué un seul paiement en plus de 5 ans. Arlon n'avait rien payé. Daxton, pas un centime. Mon estomac s'est noué. J'ai repensé à toutes les réunions de famille, à chaque sourire narquois de Daxton quand j'apportais les courses, à chaque fois que Arlon levait les yeux au ciel devant un cadeau que je faisais à maman, à tous les petits signes que j'avais ignorés. Je me disais qu'il valait mieux garder la paix. Maman me l'avait dit une fois. Gardons la paix. C'est plus facile comme ça. Et j'avais vécu ainsi, tranquillement, fidèlement, stupidement. Je me suis adossé à ma chaise, me frottant l'arête du nez. Je voulais ressentir de la rage, mais elle n'était pas là. Pas encore. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, une clarté que je ne m'étais pas permise depuis des années. J'ai cliqué sur un lecteur cloud que j'utilisais rarement, essayant de trouver un vieux reçu. Mais quelque chose a attiré mon attention. Un dossier intitulé « Audio Smart Home, Penthouse ». J'ai cligné des yeux. J'avais aidé à installer le haut-parleur intelligent de maman il y a des années. Il s'avère qu'il est toujours sauvegardé sur mon cloud. Curieux, j'ai ouvert le dossier et j'ai cliqué sur le premier fichier. Il a grésillé un moment. Puis j'ai entendu la voix de Arlon. Le garçon pense que payer les factures le rend important. Daxton a ri. On va le traire jusqu'à ce qu'il soit à sec. Je suis resté figé. Un autre fichier. Arlon encore.
Si Marlo n'était pas si faible, elle lui dirait d'arrêter de se montrer. J'ai arrêté de respirer un moment, non pas parce que ça faisait mal, mais parce que tout prenait soudain un sens. Ils ne m'ont jamais vu comme un membre de la famille. J'étais un compte en banque, un distributeur automatique silencieux sans opinion ni limite. Chaque visite, chaque fête, chaque sacrifice silencieux. Je ne faisais que financer leur vie tout en étant moqué dans mon dos. Ma main a légèrement tremblé en cliquant sur un autre fichier, juste plus de la même chose. Condescendance, arrogance, moquerie. Mon nom utilisé comme une chute. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Ce qui s'est installé en moi était trop propre pour ça. C'est à ce moment-là que tout est devenu simple. On a frappé à la porte du bureau. J'ai mis l'audio en pause. Entrez. Elle s'est ouverte en grinçant et maman est entrée, le visage pâle, les yeux rouges. Elle a dû entendre quelque chose du couloir. Elle a vu l'écran, le dossier, l'audio qui jouait encore faiblement. Elle a couvert sa bouche. Oh mon Dieu, Rowan. Je ne savais pas qu'il disait ça. Je ne savais pas, je me suis levé et je me suis approché d'elle avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Arrête. Tu n'as pas à t'excuser pour eux. Plus maintenant. Des larmes ont coulé sur sa joue. J'aurais dû te protéger. Je l'ai prise dans mes bras. Maman, rien de tout ça n'est de ta faute. Mais ça se termine ce soir. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Après qu'elle ait quitté la pièce, je me suis retourné vers le bureau, j'ai ouvert un dossier sécurisé et j'ai sorti les documents juridiques que j'avais enterrés pendant des années. Compte d'héritage, acte de propriété du Penthouse, conditions de transfert. J'ai commencé à lire attentivement, ligne par ligne, plus de réactions. Cette fois, j'allais agir comme un homme qui n'avait rien à perdre et toutes les raisons d'agir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils ne s'étaient pas contentés de profiter de moi. Ils avaient réécrit ma place dans ma propre famille. Au lever du soleil, je suis retourné au Penthouse, non pas pour me réconcilier, mais pour voir ce qu'ils cachaient d'autre. Ma mère dormait encore quand je suis parti. Je ne lui ai pas dit où j'allais. Je n'étais pas sûr qu'elle veuille le savoir. Les rues étaient calmes, le genre de calme qui n'existe qu'avant que la ville ne se réveille complètement. Je me suis garé dans la section des invités de l'immeuble, pas dans la place assignée que je payais. Je ne voulais aucune trace de familiarité m'accompagnant. Pas aujourd'hui. En traversant le hall, le réceptionniste de l'accueil, Jerry, un homme à qui j'avais parlé peut-être 2 fois, m'a fait un signe de tête avec ce ton respectueux que je lui avais entendu utiliser pour les résidents de longue date. « Bonjour, monsieur Vance », a-t-il dit. « Je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. » J'ai fait un bref signe de tête. Juste pour vérifier quelques petites choses. Il a souri poliment et a regardé à nouveau son écran. Il n'a pas posé de questions, probablement parce qu'il savait qui signait vraiment les chèques par ici. En montant dans l'ascenseur, j'ai regardé mon propre reflet dans les portes en acier inoxydable. Je n'avais pas l'air en colère. J'avais l'air détaché. Et je pense que c'était pire. Quand je suis entré dans le Penthouse, l'odeur m'a frappé en premier. Du whisky bon marché, des plats à emporter rassis, quelque chose de brûlé dans l'évier. L'endroit était en désordre. La télé hurlait toujours, sans surveillance. Une émission de jeu projetait des lumières colorées sur les murs. Des chaussures traînaient dans le couloir. Du linge à moitié fourré dans un panier. Une canette de bière roulant paresseusement sur le carrelage. Ça ne ressemblait pas à une maison. Ça ressemblait à une décharge où quelqu'un s'était écrasé, payé par quelqu'un d'autre. J'ai traversé le salon lentement, en prenant tout en compte. Le tapis que j'avais aidé maman à choisir était taché. L'œuvre d'art sur le mur, un cadeau de ma part à Noël dernier, était de travers, un coin se décollant. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un se souciait de l'espace ou de qui le leur avait donné. J'ai atteint le placard du couloir, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai commencé à fouiller. Je ne savais pas ce que je m'attendais à trouver. Mais je l'ai trouvé quand même. Des piles de courriers, de cartes, de lettres, de documents qui n'avaient rien à voir avec moi, sauf qu'ils avaient tout à voir avec moi. Une carte de Noël d'un de mes cousins adressée à Arlon. Merci pour tout ce que tu fais pour tante Marlo. J'ai entendu dire que tu couvrais tout. Tu es un homme bon. Mes mains se sont crispées. Puis des emails imprimés, pliés, de Daxton à certains de ses amis. Mon père paie tout l'endroit. Rowan n'est qu'un nom sur le bail.
Un autre, il aime se montrer de temps en temps pour jouer les héros. On le laisse faire. Tant que l'argent continue d'arriver. Je n'ai pas pu bouger pendant quelques secondes. Je suis resté là, les papiers à la main, respirant à travers des dents serrées. Ils n'ont pas seulement pris l'argent, ils en ont pris le crédit. Ils ont réécrit le récit. Alors, je suis devenu le cas de Charité. Toutes ces années, anniversaire de mariage, facture d'hôpital, même un système de sécurité que j'ai installé moi-même, ils s'étaient présentés comme les pourvoyeurs. Et moi? J'étais juste l'idiot qui continuait de se montrer. La gifle. La nuit dernière n'était pas la coupure la plus profonde. C'était celle-ci. J'ai laissé tomber les papiers et je me suis dirigé vers la cuisine. C'est là que je me suis souvenu du haut-parleur, le même modèle dont j'avais trouvé des fichiers la nuit dernière. J'ai de nouveau accédé aux journaux vocaux, faisant défiler jusqu'à ce que je voie un fichier datant de 2 semaines. J'ai hésité un instant, puis j'ai appuyé sur lecture. La voix de Daxton, riant. Elle s'effondre, mec. Vieille, lente et tellement dramatique. Mais bon, quand elle craque, Rowan paie la note. Papa sait comment tirer les ficelles. Le rire qui a suivi était suffisant, confiant, cruel. Elle est pathétique, mais utile. C'est ça le truc. Tu la gardes effrayée, tu la gardes silencieuse. Rowan n'arrêtera pas de payer s'il pense qu'elle souffre. Je me suis figé. Il ne se moquait plus seulement de moi. Il parlait de ma mère comme si elle était un pion, quelque chose de fragile, quelque chose à manipuler. Et soudain, le dégoût s'est transformé en quelque chose de plus vif, de plus net. C'était ça. Ils n'étaient pas seulement ingrats. Ils étaient dangereux. Arlon l'a frappé. Daxton l'a utilisé. Et j'avais été entre eux et les conséquences pendant des années. Plus maintenant. Je me suis éloigné du haut-parleur, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Michael, mon avocat. Je n'ai pas encore tout expliqué, j'ai juste dit que j'avais besoin de le rencontrer d'urgence. Il a entendu quelque chose dans ma voix et n'a pas posé de questions. J'ai mis fin à l'appel et j'ai fouillé dans la poche de ma veste. Le mouchoir vert était toujours là, soigneusement plié. Je n'avais pas réalisé que je l'avais emporté avec moi, mais d'une manière ou d'une autre, cela avait du sens. Je l'ai tenu un moment, le pouce courant le long du bord. La couleur me rappelait le printemps, le jardin dont maman s'occupait avant que la vie ne l'use. Plus maintenant, ai-je dit à voix haute. J'ai éteint la télé, éteint le haut-parleur et j'ai quitté le Penthouse sans regarder en arrière. J'avais essayé de les protéger pendant des années, mais à midi, j'ai réalisé que je devrais protéger ma mère d'eux. Quand mon avocate a décroché le téléphone, les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Rowan, qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois ?» Il n'y a pas eu de bavardage, pas de politesse. Emery Clark me connaissait assez longtemps pour reconnaître quand quelque chose n'allait pas, juste par la façon dont je respirais dans le récepteur. J'ai expiré lentement. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait hier soir, Emory. C'est ce qu'ils font depuis des années. Et je pense qu'il est temps que j'arrête de faire semblant de ne pas le voir. Je lui ai tout raconté. La gifle, la bousculade, les enregistrements, l'argent, les mensonges. J'ai parlé comme quelqu'un qui s'arrache du poison de la peau. Lent, prudent, mais déterminé. Pour la première fois depuis des années, je ne leur trouvais pas d'excuses. Je ne lissais pas les choses. J'ai juste laissé la vérité là, laide et nue. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, il y a eu une pause. Rowan, a-t-elle dit doucement. J'attendais cet appel. Cela m'a surpris. Tu savais? Je soupçonnais, a-t-elle admis, mais tu as toujours insisté sur le fait que c'était sous contrôle, qu'ils avaient juste besoin de temps ou de grâce ou de ce que tu te disais pour continuer à leur accorder le bénéfice du doute. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, une main agrippant le bord. J'ai besoin de savoir s'il y a plus, ai-je dit. Quelque chose que j'ai manqué. Elle a de nouveau fait une pause, tapant en arrière-plan. Laisse-moi consulter les derniers rapports de surveillance que nous avons exécutés sur ton portefeuille. Quelques secondes se sont écoulées. Puis son ton a changé. Oh mon Dieu. Quoi? Rowan. Arlon a essayé d'accéder à tes comptes d'investissement à plusieurs reprises. J'ai cligné des yeux. Quoi? Le mois dernier. Il a échoué. La sécurité l'a bloqué à chaque fois,
mais il a essayé. Pas une seule fois. 3 connexions différentes depuis l'adresse IP du Penthouse. Ce n'est pas accidentel. Je suis resté là, stupéfait. C'est de la fraude. C'est le cas. C'est une tentative de vol d'identité. Au mieux, une manipulation financière, au pire, un crime. Mon estomac s'est retourné. Je savais qu'il me suçait le sang, mais essayer de s'introduire dans mes comptes, ça dépassait toutes les bornes. Je n'étais pas seulement exploité. J'étais une cible. Je me suis frotté le front. Les laisser seuls la nuit dernière n'a pas suffi, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas le cas, a-t-elle dit doucement. Ils ne vont pas te laisser partir tranquillement, surtout si cela signifie que leur confort disparaît avec toi. Elle avait raison. Laisser tomber, espérer qu'il se calmerait, ce n'était pas de la protection. C'était de la permission. Quelle est notre prochaine étape? Ai-je demandé. Nous sécurisons entièrement tes actifs. Je commence les formalités ce matin. Et je veux que tu vérifies auprès de la copropriété du Penthouse. Quelque chose me tracasse. J'ai hoché la tête, me dirigeant déjà vers mon bureau. Je les appelle maintenant. Le gestionnaire de la copropriété a répondu après quelques sonneries. Il s'appelait Denis, d'âge moyen, poli, semblait toujours nerveux quand je visitais le bâtiment. Monsieur Vance, bonjour. Tout va bien? Je l'espère, ai-je répondu. J'avais juste quelques questions. Y a-t-il eu des plaintes déposées à mon encontre récemment au Penthouse? Il y a eu une pause, assez longue pour que ma poitrine se serre. M. Vance, je ne savais pas si je devais en parler avant, mais oui, il y a eu plusieurs plaintes pour bruit, comportement hostile, paiement manqué sur les frais communs, le tout à votre nom. J'ai fermé les yeux. Qui les a déposés? Votre beau-père et, je crois, votre frère. Du moins, c'est ainsi que les formulaires ont été signés. Ma mâchoire s'est crispée. Et vous les avez crus? Eh bien, ils sont répertoriés comme résidents et vous n'y vivez pas, alors nous avons supposé. Je l'ai interrompu calmement. Vous avez supposé à tort. Je paie chaque frais et je n'ai pas élevé la voix une seule fois à l'intérieur de ce bâtiment, même pas quand il a giflé ma mère. Silence à nouveau. Je vais envoyer de la documentation par l'intermédiaire de mon avocate. N'agissez plus sur un seul mot de cet appartement sans me contacter directement. Compris? Oui, monsieur. Absolument. J'ai raccroché et je me suis assis sur le porche arrière. La journée s'était légèrement réchauffée, mais j'avais froid. Mes mains étaient stables, cependant. Cela m'a surpris. J'ai regardé la cour, la clôture usée que je n'arrêtais pas de me dire de remplacer, les carillons avant qui bougeaient à peine dans la brise. Et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais laissé passer quelque chose, à toutes les fois où j'avais choisi la paix plutôt que la vérité, à toutes les fois où ils avaient utilisé ma gentillesse comme une arme. J'aurais dû le voir venir. Les pics subtils, les culpabilisations, la façon dont Arlon parvenait toujours à se mettre au centre de l'attention de maman, même quand elle était malade. La façon dont Daxton empruntait de l'argent et oubliait. Les histoires qu'il racontait aux autres pendant que j'étais dans la pièce, faisant semblant de ne pas les entendre réécrire notre famille. Plus maintenant, ai-je chuchoté. J'ai rappelé Emory. Plus d'argent, ai-je dit. Pas un centime. À compter d'aujourd'hui. Elle n'a pas discuté. Je ferai rédiger et envoyer la mise en demeure. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi certain. En terminant l'appel, j'ai levé les yeux au ciel. Il était clair maintenant. Pas de nuages, pas de brouillard, juste une clarté vive et froide. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de me noyer dans leur chaos. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Je pensais que couper les vivres les calmerait, mais le soir, j'ai réalisé que cela ne faisait que les rendre désespérés. Dès que mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, j'ai su que Arlon et Daxton avaient trouvé une nouvelle façon de riposter. Au début, j'ai cru que c'était du spam. Des numéros inconnus s'affichant sur mon écran toutes les quelques minutes. Mais ils n'ont pas arrêté. L'un après l'autre. Pas de messages vocaux, pas de textos, juste un flot continu d'appels manqués. Puis sont venus les coups à ma porte d'entrée. Pas des coups. Des coups violents. Vifs. Urgents. J'ai ouvert la porte avec précaution et j'ai trouvé 2 officiers en uniforme sur mon porche,
sous la lueur jaune de la lumière du Porsche. Monsieur Rowan Vance, a demandé l'un d'eux, jetant déjà un coup d'œil derrière moi dans la maison. Oui. Y a-t-il un problème? Nous répondons à un contrôle de bien-être, a dit l'autre officier. Un rapport est arrivé indiquant que vous criez à l'intérieur, menaçant de vous faire du mal et de détruire des biens. J'ai cligné des yeux. Quoi? Le plus grand s'est déplacé, essayant de nouveau de regarder par-dessus mon épaule. Êtes-vous seul dans la maison? Oui, mais c'est une erreur. Je vais bien. Nous devrons quand même entrer, monsieur. J'ai reculé à contre-cœur, le cœur battant la chamade alors qu'ils entraient. Ils ont balayé du regard le salon, la cuisine et le couloir, prenant note de tout. L'air était tendu, lourd de sous-entendus. Monsieur, a finalement dit un officier, l'appelant a prétendu que vous criez « je n'en peux plus » et que vous cassiez des objets. J'ai expiré fortement, essayant de rester calme. Personne n'est venu ici. Je n'ai même pas élevé la voix. Ils se sont regardés. Le plus jeune officier s'est légèrement adouci. Parfois, les gens font ces appels de manière malveillante. Des conflits d'héritage, des querelles immobilières, de l'argent de famille. On a déjà vu ça. Ça m'a frappé comme une gifle. Ce n'était pas juste une tactique d'intimidation au hasard. C'était une stratégie documentée, utilisant les forces de l'ordre pour faire passer quelqu'un pour instable, pour créer un dossier. J'ai regardé l'officier dans les yeux. C'était mon beau-père et mon frère. Je les ai coupés des vivres ce matin. Il a lentement hoché la tête. Sachez simplement que quelqu'un monte un dossier sur vous. Après leur départ, je suis resté au centre de mon salon. Le silence qui a suivi était plus fort que les coups à la porte. Les lumières étaient toujours allumées, mon téléphone vibrait encore occasionnellement sur le comptoir, mais tout ce que je ressentais, c'était d'être exposé, violé, comme s'il s'était introduit dans mon esprit, pas seulement dans ma maison. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la prise de conscience que cela allait devenir plus laid. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour digérer. Mon téléphone a de nouveau sonné, cette fois, c'était Emory. Rowan, a-t-elle dit sans bonjour. Nous avons un problème. Bien sûr que nous en avons. Un de tes comptes secondaires a déclenché une alerte à la fraude. Quelqu'un a essayé de déplacer des fonds avec un formulaire signé numériquement. Je viens de recevoir l'email. Elle me l'a immédiatement transféré. Je l'ai ouvert et j'ai regardé. Mon nom, mon compte, et en bas, une signature. Elle avait l'air presque juste. Mon nom, la courbe des lettres, la queue finale que j'ajoutais toujours au dernier E. Mais ce n'était pas la mienne. C'était proche, bâclé. Un travail de copier-coller superposé avec juste assez de soin pour tromper quelqu'un qui ne s'y connaissait pas d'Axton. Il avait toujours été doué pour la technologie, mais pas assez pour déjouer le système de fraude d'une banque. J'ai fixé le document, la bile me montant à la gorge. Ils allaient tout voler, ai-je chuchoté. Emory n'a rien dit pendant un long moment, puis doucement. C'était prévu, Rowan. Rien de tout cela n'est spontané. Il se prépare depuis des mois. Je me suis assis lentement sur le bord du canapé, le poids de tout cela me pesant sur la poitrine. Comment ai-je pu ne pas le voir? Ai-je marmonné? Toutes ces années, toutes les factures, les dîners, les faveurs, je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Je pensais que je protégeais ma mère. Tu le faisais, a-t-elle dit doucement. Tu ne réalisais simplement pas de qui tu la protégeais. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. La honte m'a envahi. Non pas parce que j'avais été généreux, mais parce que j'avais ignoré les signes, parce que je m'étais convaincu que la famille signifiait quelque chose pour des gens qui ne m'avaient jamais traité comme si j'en faisais partie. Une pensée sombre s'est insinuée. Peut-être que si je leur virais juste un paiement de plus, peut-être qu'ils arrêteraient. Peut-être qu'ils se sentiraient comme s'ils avaient gagné et me laisseraient tranquille. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert l'application bancaire, commencé à taper les chiffres par mémoire musculaire. Une longue respiration. Mon doigt a plané au-dessus de « transférer ». Buzz. Un texto. C'était une photo. Pas de mots, juste un instantané d'un voisin près du Penthouse. Le même qui m'avait un jour demandé de recommander un homme à tout faire. La photo montrait Arlon et Daxton dans le hall, riant, des verres à la main, portant un toast. La légende en dessous, on dirait qu'il porte un toast à la victoire. Je suis resté à regarder l'image,
le pouce figé au-dessus de l'écran. Quelque chose en moi a basculé. La honte, le doute, la panique, tout s'est transformé en une clarté vive et brûlante. J'ai quitté l'application, supprimé le projet de virement, supprimé tout le modèle de paiement. Ils n'avaient pas peur de me perdre. Ils avaient peur de perdre l'accès à ce que je contrôlais. Alors, le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de mon avocate et j'ai dit, il est temps d'arrêter de jouer en défense. Emery Clark a levé les yeux de son bureau, les yeux se plissant derrière ses lunettes. Elle ne m'a pas demandé de m'asseoir. Je n'avais pas besoin de l'invitation. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil en cuir, le cœur stable pour la première fois depuis des jours. Il n'y avait plus de place pour la peur, juste des faits et de l'action. Elle a fait glisser un dossier vers moi sans un mot. À l'intérieur se trouvaient des journaux d'appel, sa ligne de bureau horodatée. 3 tentatives, toutes du même numéro, toutes de Harlon. Il a utilisé votre nom légal complet, a-t-elle dit, le ton sec. Date de naissance aussi. Ma mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas parlé. Il a prétendu être vous, a-t-elle poursuivi, et a demandé l'accès à vos documents de fiducie. Il a dit qu'il y avait un changement d'urgence qui nécessitait un examen immédiat. J'ai baissé les yeux sur le papier. Mes informations utilisées comme un bélier contre ma propre vie privée. Ceci, a-t-elle ajouté en tapotant le dossier avec son stylo, est une usurpation d'identité d'un bénéficiaire de fiducie. C'est un crime au Texas. Quelqu'un l'a coaché, ai-je marmonné. Emery a hoché la tête. Exactement ce que je pensais. Une immobilité s'est installée entre nous. Non pas le silence, mais l'attente. Cette prise de conscience que nous n'avions plus affaire à du désespoir. Nous avions affaire à de la préméditation, à de la planification, à du calcul. Il pense que je ne vais pas me défendre, ai-je dit doucement. Parce que je ne l'ai jamais fait. Son regard a croisé le mien, calme mais inflexible. Vous le faites maintenant. Je me suis redressé. Nous gelons tous les comptes discrétionnaires liés aux Pantouzes. Services publics, frais de copropriété, paiements automatiques, cartes de crédit. Ils ont profité de tout ça. Elle a cliqué sur son stylo. Autre chose ? Commencer la procédure pour mettre fin à l'occupation permissive. Ils veulent vivre comme des propriétaires. Laissez-les découvrir ce que les locataires légaux doivent faire. Emery a griffonné une note. Ils vont résister. Je sais. Vous êtes prêts pour ça ? Ils ont utilisé la police comme une arme, Emery, ai-je dit, la voix égale. Ils ont cessé d'être ma famille au moment où ils ont décidé que j'étais plus facile à effacer qu'à respecter. Pendant une seconde, son expression s'est adoucie. D'accord, Rowan, passons à l'offensive. Quand j'ai quitté son bureau juste après midi, quelque chose a changé en moi. L'air semblait différent, plus léger. Ou peut-être que j'étais juste moins accablé. Le centre-ville de Dallas bourdonnait autour de moi. Klaxons, gens qui parlent, le rythme d'un jour de semaine se déroulant. Mais je me suis déplacé à travers tout cela avec une étrange sorte de calme. Pas celui qui vient de la paix, mais celui qui naît du choix de la clarté plutôt que du chaos. Je me suis arrêté sur une place en plein air à proximité, juste devant une librairie que je fréquentais pendant mes pauses déjeuner, à l'époque où les choses semblaient normales. J'ai commandé un sandwich et un thé glacé et je me suis assis à l'une des tables extérieures ombragées. J'étais à mi-chemin de ma boisson quand je l'ai entendu. Rowan. La voix était forte, vive, destinée à attirer l'attention. Je me suis retourné. Daxton venait vers moi rapidement, le téléphone levé, filmant. Le voilà, a-t-il crié, orientant sa caméra. Le voleur lui-même. Les gens se sont retournés, levant la tête de leur repas. Les conversations se sont figées. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi, le visage rouge, un sourire tordu de rage. Allez, grand frère, a-t-il craché. Dis-leur comment tu as volé mon héritage. Dis-leur comment tu as mis ta propre famille à la porte de leur maison. Je me suis levé lentement, calme, contrôlé. Vas-y, a-t-il aboyé. Frappe-moi. Tu sais que tu veux leur montrer qui tu es vraiment. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, je me suis légèrement tourné vers le gardien de sécurité de la place, qui s'approchait déjà. Appelez la police, ai-je dit clairement. Cet homme me harcèle et a un historique documenté de tentatives de fraude sur mes comptes. Daxton a cligné des yeux.
J'ai gardé les mains bien en vue. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais même pas l'air en colère, juste stable. Et cela a brisé son rythme. Il a baissé le téléphone une fraction de seconde, juste assez pour perdre pied dans sa performance. « Tu es un lâche », a-t-il marmonné, plus doucement maintenant. « Je suis un témoin », ai-je répondu. « Et tout le monde aussi. » Le gardien est intervenu, sa radio crépitant. Daxton a regardé autour de lui, réalisant que les gens regardaient, et pas avec sympathie. Il a arrêté la diffusion en direct, a marmonné quelque chose sur le harcèlement juridique, puis a commencé à reculer. Quand la police est arrivée quelques minutes plus tard, j'ai calmement signalé la précédente tentative de virement frauduleux, le harcèlement et le précédent faux contrôle de bien-être. L'un des officiers a pris des notes pendant qu'un autre parlait avec Daxton, qui s'était retiré au bord de la place. Je pouvais le voir gesticuler sauvagement, essayant d'expliquer quelque chose, n'importe quoi. Finalement, un officier s'est approché de moi. « Monsieur, d'après ce que nous avons examiné, il y a un cas possible ici d'intimidation et de fraude électronique. Souhaitez-vous déposer une plainte maintenant ou attendre votre avocat ? Emory s'en chargera, ai-je dit. Il a hoché la tête. Vous avez bien fait de rester calme. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. J'ai esquissé un petit sourire crispé. J'étais la plupart des gens. En retournant à ma voiture, quelque chose en moi a semblé différent. Non pas plus léger, mais plus fort. Je ne faisais plus que leur survivre. Je les déjouais. Ils ne s'y attendaient pas. Et je savais maintenant que je n'avais pas besoin de leur respect. J'avais besoin qu'ils sortent de ma vie. Mais cette nuit-là, alors que je commençais enfin à respirer, ma sonnette a retenti et tout a de nouveau dégénéré. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu l'enveloppe scotchée à la vitre, j'ai su que ce n'était pas fini. Ils avaient trouvé un nouvel angle. Il était plus de 21 heures. La lumière du Porsche bourdonnait doucement derrière moi alors que je décollais l'épaisse enveloppe craft de la porte. Saut légal, lourd, trop formel pour un bluff, trop soudain pour un malentendu. J'ai verrouillé la porte derrière moi, je suis allé dans la cuisine et je l'ai posée sur la table. Mes doigts ont hésité une seconde avant de briser le sceau. À l'intérieur, les papiers étaient nets, épais, délibérés. J'ai parcouru la première page et les mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle gifle n'aurait pu le faire. Requête en ordonnance de protection. Allégation de coercition financière et de violence psychologique, déposée par Arlon et Daxton contre moi. Ils m'accusaient, moi, de manipuler et d'isoler ma propre mère, d'exercer une influence indue sur elle, de contrôler ses finances, ses mouvements, ses soins, comme si je l'avais enlevé de leurs bras aimants et l'avais enfermé. Je me suis adossé à la chaise et j'ai regardé le plafond. Je ne sentais même plus mes mains. La rage n'était pas encore arrivée. C'était juste le choc. Une trahison si précise qu'elle m'a presque coupé le souffle. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Emory. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Rowan, je viens de recevoir une assignation, ai-je dit, la voix plate. Maltraitance de personnes âgées, manipulation financière. Ils ont déposé une plainte. » Silence. Puis, je t'avais dit qu'ils retourneraient l'histoire en premier. Ils essaient de te piéger aux yeux du public, sur le papier, au tribunal. C'est moi qui l'ai sauvé, ai-je chuchoté, la voix brisée. Je l'ai sorti de cet endroit. J'ai tout payé. Il s'en fiche, a coupé Emory. Il ne s'est jamais agi d'équité. Il s'agit de contrôler le récit. Tu es devenu trop puissant trop vite. Maintenant, ils essaient de brûler l'histoire avant que tu ne puisses la raconter. Je n'ai pas répondu. Mes yeux étaient fixés sur la dernière ligne de la requête. Ordonnance de protection temporaire demandée. L'intimé ne doit pas contacter le sujet jusqu'à l'audience. Sujet, Marlowe. Ma mère. J'ai mis fin à l'appel et j'ai essayé le sien. Messagerie vocale. J'ai réessayé. Toujours rien. Quelque chose en moi s'est tordu. Serré. Pris mal. J'ai attrapé mon manteau et mes clés et j'ai quitté la maison sans réfléchir une seconde. Le trajet à travers la ville était silencieux. L'air froid passait par la vitre fissurée alors que je traversais des intersections faiblement éclairées et des stations-service endormies. Les rues étaient presque vides. Le calme rendait la peur plus forte. Quand je suis arrivé dans l'allée de sa petite maison de location, j'ai vu la lumière de son Porsche vaciller faiblement.
Ses stores étaient tirés, la maison trop silencieuse. J'ai frappé doucement. Il a fallu un long moment avant qu'elle n'ouvre la porte. Ses yeux étaient fatigués, creux, le genre de fatigue qui ne vient pas du manque de sommeil, mais d'être usé par le temps. Elle n'a rien dit, c'est juste reculé pour me laisser entrer. Je l'ai serrée dans mes bras avec précaution. Elle a tressailli. En me reculant, j'ai vu la légère ecchymose sur son poignet. « Maman » ai-je dit, la voix basse, stable. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a détourné le regard. « Ils sont venus plus tôt. Arlon et Daxton. Je ne les ai pas laissés entrer. Mais ils ont laissé des choses. Des papiers, des menaces. » Sa voix a vacillé. Quelqu'un a appelé mon médecin, Rowan, a dit qu'ils étaient un défenseur de la famille, a posé des questions sur ma mémoire, mes ordonnances. Il voulait qu'il note un déclin mental. Je l'ai regardé, immobile. Ils ont dit que j'étais confuse, a-t-elle ajouté. Que je pourrais être en danger. L'infirmière m'a regardé comme si j'étais du verre fragile. Je me suis appuyé contre le mur, j'ai fermé les yeux. Ils ne réécrivaient plus seulement mon histoire maintenant. Ils s'en prenaient à la sienne, pièce par pièce. Ils veulent prouver que tu es instable, ai-je dit, pour soutenir leur plainte pour maltraitance. Elle a hoché lentement la tête. Pour la première fois, elle s'est laissée pleurer. Des larmes silencieuses et épuisées qui ont coulé sur ses joues sans aucune tentative de les cacher. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai pris ses mains, faisant attention à ses bleus. Ce n'est pas de ta faute. Je lui ai dit. Ils font ça parce qu'ils perdent le contrôle, parce que tu n'es plus sous leur toit. Ses épaules ont tremblé, et soudain je l'ai vue, non pas comme ma mère, non pas comme la femme qui a tenu notre famille unie pendant des décennies, mais comme quelqu'un qui avait porté trop de choses pendant trop longtemps, quelqu'un qui avait été traité comme un pion encore plus longtemps que moi. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Puis je me suis levé, j'ai essuyé mon visage. La décision avait déjà été prise avant que je n'entre par sa porte, mais maintenant elle brûlait comme du fer dans ma poitrine. « Maman » ai-je dit, « j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Elle a levé les yeux vers moi, rouge. « Je vais mettre fin à tout ça. » Je suis sorti et j'ai composé le numéro d'Emory. « Demain matin, » ai-je dit, « nous passons à la vitesse supérieure. Je veux toutes les voies légales ouvertes. Contre-plainte complète, ordonnance restrictive, affidavit médical. On bouge. Tu es sûr ? A-t-elle demandé. Je n'ai jamais été aussi sûr. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de me protéger. Il s'agissait de protéger la femme qu'il ne s'attendait jamais à voir se libérer. La femme qu'il pensait pouvoir réduire au silence avec de la paperasse et des mensonges chuchotés. La femme qu'ils ont blessée sans jamais avoir l'intention de la guérir. Cette pensée a résonné dans ma tête alors que je conduisais à travers la brume matinale vers le bureau d'Emory. La ligne d'horizon n'avait pas encore percé le gris, et la ville semblait silencieuse, comme si elle savait que quelque chose était sur le point de se briser. Quand Emory a fait glisser le document final sur son bureau, mon monde entier a basculé. Ce n'était pas juste une contre-attaque. C'était une déclaration de guerre. Elle n'a rien dit au début. Ses yeux ont juste croisé les miens avec une sorte de fureur silencieuse. Je pouvais dire qu'elle n'avait pas dormi. Ils l'ont déposée vers 3h20 ce matin, a-t-elle dit. Une injonction d'urgence. Ils allèguent que vous avez stratégiquement contraint votre mère, saisi ses biens et gelé leur accès aux nécessités de base. J'ai regardé l'entête en gras. Requête en protection d'urgence contre l'exploitation financière. Les mots brûlaient. Ils transforment tout ce que j'ai fait pour elle en arme, ai-je marmonné. Et ils n'ont pas fini, a-t-elle dit d'un air sombre, en attrapant son ordinateur portable. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était un titre sur un site d'information local de Dallas, un de ceux qui se situe à la frontière entre le journalisme et les ragots. Un fils riche exploite une mère vulnérable dans un stratagème financier de plusieurs décennies. J'ai lu les premières lignes. Il me dépeignait comme un manipulateur, un homme qui utilisait la fragilité de sa mère pour siphonner des richesses et contrôler son patrimoine. Il citait des sources proches de la famille. Ils ont publié des captures d'écran falsifiées, des messages textes sortis de leur contexte et un grand livre qui ressemblait au mien, à l'exception des dates modifiées et des virements gonflés. Il y avait même des photos, une de moi aidant ma mère à sortir d'une voiture, une autre d'elle assise tranquillement sur un banc, regardant au loin. Ils avaient choisi chaque image pour suggérer l'isolement,
la fragilité. Quand j'ai fait défiler à mi-chemin, mon téléphone a commencé à vibrer. 2 textos, puis 6, puis 23. Des partenaires commerciaux, des clients, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Est-ce vrai? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois prendre les devants. Le nœud dans ma poitrine pulsait comme un fil électrique. Ils essaient d'effacer qui je suis, ai-je dit à voix basse. Emory a claqué son stylo sur le bureau. Alors on ne leur laisse pas le temps de respirer. Elle a attrapé un bloc-notes et a commencé à griffonner. Nous déposons une demande d'annulation d'urgence, une plainte pour diffamation, un traçage financier, tout ça aujourd'hui, tout de suite. J'ai hoché lentement la tête, la tempête à l'intérieur de moi se transformant en quelque chose de plus froid, de plus clair. Il voulait me détruire avec du bruit, ai-je dit. Il est temps que je parle, en fait. À la mi-journée, nous étions au palais de justice. Le couloir bourdonnait de conversations à voix basse, de bruits de papier et de pas étouffés. De l'autre côté du couloir, je les ai vus. Arlon dans son habituel blazer, les bras croisés comme s'il posait pour une couverture de magazine. Daxton se tenait un demi-pas derrière lui, chuchotant quelque chose. Arlon a souri plus largement. Je n'ai pas bronché, j'ai juste respiré. Dedans, dehors. Ils n'étaient pas là pour plaider une cause. Ils étaient là pour le spectacle. Un greffier nous a appelés dans une salle de conférence latérale. C'est là que j'ai ouvert mon sac et sorti le classeur noir que je portais silencieusement depuis 2 décennies. Il avait l'air banal. Des bords usés, un coin fissuré. Mais à l'intérieur se trouvaient tous les reçus, tous les paiements d'hypothèque, tous les chèques de frais de scolarité, toutes les courses que j'avais couvertes de 2003 à cette année même. Chaque sacrifice qu'ils avaient revendiqué comme leur droit. J'avais la preuve. J'ai fait glisser le classeur vers Emory. Ses yeux ont parcouru les premières pages, puis se sont écarquillés. Ce n'est pas juste une défense, a-t-elle dit d'une voix feutrée. C'est un coup de grâce. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas un coup. C'est la vérité. 10 minutes plus tard, Arlon et Daxton sont entrés dans la pièce. Arlon parlait déjà avant de s'asseoir. On nous a conseillé de demander une injonction complète. Emory l'a interrompu. Calme. Précise. Je vous suggère d'arrêter de parler, a-t-elle dit en faisant glisser le classeur vers l'avant. Et de regarder. Arlon a ri. Qu'est-ce que c'est? Un album de souvenirs? Il a tourné la première page. Le sourire est mort sur son visage. Daxton s'est penché et sa couleur a disparu. Rapidement. Journaux de paiement, images de chèques, notes de ma main, copies de factures adressées à moi, déclaration de revenus, assurance, autorisation de soins de santé, procuration d'avant même qu'il ne sache ce que ce terme signifiait. Ligne par ligne, page par page. Je me suis penché en avant, la voix stable. Chaque dollar que vous avez dépensé était le mien. Chaque luxe que vous avez revendiqué, le mien. Chaque mensonge que vous racontez se termine aujourd'hui. Daxton a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Arlon a regardé Emory. C'est manipulé. Vous ne pouvez pas juste. Emory n'a pas scié. Si vous continuez, je déposerai des accusations de fraude au niveau fédéral pour les documents falsifiés que vous avez divulgués à la presse et d'exploitation de personnes âgées au nom de votre cliente. Arlon a cligné des yeux. Il a réessayé. Nous avons été induits en erreur. Nous ne savions pas, vous saviez exactement, ai-je dit. Vous avez utilisé mon silence pendant des années. Vous pensiez que cela signifiait de la faiblesse. Je me suis levé. Aujourd'hui, cela signifie que vous n'avez plus nulle part où vous cacher. L'air a changé dans cette pièce. Le genre de changement qui se produit lorsque les mensonges cessent de fonctionner. Quand les gens qui ont toujours parlé plus fort se retrouvent soudain sans mots. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je l'ai ressenti. Non pas de la rage, non pas de la vengeance, juste du pouvoir. Propre, mérité. Je suis sorti du palais de justice avec Emory à mes côtés. Le ciel s'était éclairci, bleu, ouvert, silencieux. Je pensais que la guerre était finie, jusqu'à ce que l'appel qui a tout changé arrive. Quand mon téléphone a sonné et que j'ai entendu la voix tremblante de ma mère, j'ai su que le coup final n'avait pas encore été porté. Elle chuchotait, tremblante, à bout de souffle. Il est dehors, Rowan. Il est à la porte.
Il frappe et crie. Je n'ai pas ouvert. Je n'ai rien dit. J'attrapais déjà mes clés. Reste loin de la porte. Verrouille-la. J'arrive. Le trajet en ascenseur depuis le parking du palais de justice a semblé une éternité. Le temps d'arriver à ma voiture, j'avais déjà appelé l'entreprise de sécurité de mon cabinet. Ils étaient à 2 pâtés de maison de l'appartement de Marlo et se redirigeaient immédiatement. Je n'allais pas la laisser affronter ça seule. Pas encore. La circulation était floue. J'ai à peine enregistré les feux ou les klaxons. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était sa voix, brisée, effrayée, essayant d'être courageuse. Quand je suis arrivé dans sa rue, je l'ai repéré instantanément. Arlon était devant son appartement, hurlant à la porte comme un possédé. « Espèce de sorcière ingrate !» criait-il. « Tu as laissé ce garçon te retourner contre moi. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné un nom, une maison, une vie. » Daxton se tenait derrière lui, voûté, les bras croisés sur sa poitrine. Il ne criait pas. Il ne regardait même pas sa porte, fixant simplement le vide comme s'il voulait disparaître. Je me suis garé de travers sur le trottoir et je n'ai même pas fermé la portière de la voiture derrière moi. La sécurité est arrivée quelques secondes plus tard, s'interposant entre moi et Arlon sans avoir besoin d'instructions. Ils étaient calmes, entraînés, mais prêts. La voix de Arlon s'est brisée quand il m'a vu. « Toi. Tu as fait ça. Tout allait bien jusqu'à ce que tu reviennes. Tu étais censé rester parti. » Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas fait un pas en avant. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Et tu étais censé la traiter comme un être humain. » Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Il a tendu la main vers moi, les yeux hagards, mais ma sécurité s'est interposée et l'a retenu. Il n'a pas été blessé, juste arrêté, maîtrisé. Et pour la première fois, je l'ai vu pour ce qu'il était vraiment. Non pas puissant, non pas en contrôle, juste bruyant et effrayé de perdre les mensonges sur lesquels il avait bâti sa vie. Les sirènes ont retenti dans le quartier quelques instants plus tard. Les voisins les avaient appelés. 2 officiers se sont approchés, calmes, mais alertes. Ils ont pris les dépositions des voisins de Marlo, de moi, des gardes. Un officier a demandé à Arlon de s'écarter. Arlon a refusé. A essayé de prétendre que c'était un malentendu. Puis l'officier a sorti un papier de son dossier. Le dépôt d'urgence d'Emory. Ordonnance de protection signifiée. Valide. L'arrestation n'a pas été spectaculaire. Pas de menottes claquées. Juste une lente prise de conscience sur le visage de Arlon alors qu'il lui mettait les mains dans le dos et le conduisait à la voiture de patrouille. Daxton n'a pas dit un mot. Quand la voiture s'est éloignée, je me suis retourné vers le bâtiment. La porte s'est ouverte lentement. Marlo se tenait là, en robe de chambre, frêle mais droite. Sa voix m'a à peine atteint. Je ne voulais rien de tout ça, Rowan. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je me suis approché d'elle, stable et silencieux. Ce n'était pas de ta faute, ai-je dit. Rien de tout ça. Elle a cherché ma main et je l'ai prise doucement. Nous sommes restés comme ça un moment, juste en respirant. À l'intérieur, elle s'est installée sur le canapé. L'endroit était bien rangé, calme, rempli de la douce lumière de la fenêtre. Sur la table basse, quelque chose a attiré mon attention. Un petit bracelet en plastique, délavé, tordu. Le bracelet d'hôpital du jour de ma naissance. Je m'en souvenais de mon enfance. Elle le gardait dans une boîte à bijoux, cachée derrière de vieilles lettres. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Je l'ai ramassé. Il portait toujours mon nom. Toujours daté. Une sorte de preuve silencieuse. Et soudain, tout le bruit s'est estompé. Toutes les poursuites, les accusations, la trahison. Tout a rétréci à côté de ce minuscule rappel de qui j'avais été pour elle, de pourquoi je m'étais battu, de ce qu'aucun d'eux ne pouvait toucher. Elle m'a remarqué le tenant. Je l'ai gardé, a-t-elle dit, même après tout, parce que peu importe à quel point les choses allaient mal, ce jour était à moi. Juste à moi. Je me suis assis à côté d'elle, tenant toujours le bracelet. Je pensais que tu étais resté avec lui parce que tu t'en fichais, ai-je dit. Je pensais que peut-être tu me blâmais d'être parti. Elle a secoué la tête, les yeux se remplissant. Je suis resté parce que j'avais peur d'être seul, de ne pas être assez.
Je pensais que tu avais tourné la page, que tu voulais de l'espace de tout ça. Et voilà, la vérité. Nous étions restés silencieux tous les deux pour la même raison, pensant que notre absence protégeait l'autre. Pendant ce temps, Arlon avait prospéré dans cet espace entre nous. Mais plus maintenant. Plus tard dans la soirée, de retour chez moi, Emory a appelé. Le tribunal a tout examiné, a-t-elle dit. Les médias commencent à se rétracter, et votre cabinet vient de publier une déclaration vous innocentant. La situation se retourne. Je l'ai remerciée. Daxton, ai-je demandé. Elle a hésité. Pas encore d'accusation, mais il est impliqué. Il pourrait faire face à un procès civil plus tard. J'ai expiré. Je ne détestais pas Daxton. Plus maintenant. Il avait été un produit du monde de Arlon, mais il ne me devait plus rien maintenant, juste de la distance. Après l'appel, j'ai versé une tasse de café et je suis sorti sur le balcon. La ligne d'horizon de Dallas clignotait au loin, du verre et de l'acier sous le poids du crépuscule. L'air semblait différent maintenant, plus léger. Dans ma main, je tenais toujours le bracelet d'hôpital. Il était usé, petit, mais il avait survécu, tout comme nous. Et j'ai pensé à ce que la survie signifiait vraiment. Non seulement endurer, mais choisir enfin de vivre avec des limites, avec la vérité, avec la dignité. On peut tout donner à quelqu'un, son argent, son temps, sa paix, mais au moment où il transforme votre gentillesse en arme, c'est là qu'on reprend sa vie en main. Et je l'avais fait. Mais il y avait encore une chose que je devais faire. Une conversation que j'avais évitée pendant 20 ans.